Voici l'histoire d'un géant venu de l'Est qui a failli tout dominer. L'histoire d'un ancien militaire parti d'un petit labo à Shenzhen pour prendre la tête de ce qui deviendra l'une des entreprises chinoises les plus puissantes au monde. Invisible mais omniprésente, Huawei s'est retrouvé en quelques mois coupé du monde et propulsé au rang d'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Voilà comment Huawei a changé le cours de la technologie mondiale. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va mes petits osios ? On est là, hein. On est là. En présence. Ça vit, hein. On est là, ça vit grave. Ça Grave. respire. Hein, On a un sujet Huawei et Mathieu a une tablette Huawei. C'est beau. Alors là, Le frérot, gars est dans la DA. Attention, si vous êtes théorie du complot, j'ai une montre Huawei. J'ai Oh une là tablette là là Huawei. là là là. Je suis Il est légèrement en train de me sponsorisé faire par- aspirer. par le PCC, là, le Parti communiste. Mais au moins, c'est chinois. bien, on a disclaimé la chose. Voilà. Exactement, on commence dès le Euh, début. Huawei, on euh, aime bien en fait. Je suis à côté de ma tablette. Attendez, je lui parle. Huawei, on t'aime bien. Non mais c'est marrant parce que, alors vous allez comprendre, on va vous faire un petit peu l'historique de la marque, on va revenir sur ce conflit avec les États-Unis, l'Europe et l'intelligence artificielle maintenant de Huawei qui se développe. Mais c'est intéressant et je suis curieux d'avoir votre point de vue et surtout votre premier ressenti. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Huawei quelque part peut-être acheter un truc chez Huawei ou pas? J'en ai aucune idée, mais je pense que c'était à peu près comme Xiaomi à l'époque, je pense. C'était un peu dans cette mouvance des nouveaux smartphones low-tech, non, bas de gamme qui arrivent en France. Low et qui cost. Ouais, low cost, qui ont conquis l'Europe et la France. Huawei, pour moi, c'est vraiment l'histoire d'une marque blanche qui, petit à petit, a commencé à s'assumer en tant que marque. Et du coup, aujourd'hui, c'est une marque voilà, qui a vraiment une particularité de ouf, qui C'est un est considérée incontournable. comme un bras armé pour certains de la politique chinoise. Mais c'est vrai que, tu sais, nous, de par notre passif, on a vu cette marque justement passer Éclore, ouais. du petit, on va dire quoi, du challenger à celui qui a presque failli prendre la couronne dans le monde des smartphones. Donc, on va dire que moi, elle est intrinsèquement liée un petit peu, on va dire, à mon arrivée sur ce monde-là, tu sais, d'écrire des articles, de après basculer sur YouTube, etc. Donc, c'est une marque que j'ai pas mal accompagnée, en fait. Tu te souviens du premier produit que tu as testé Huawei? crois J'essaie de m'en souvenir. Moi, là, je crois mais, que c'est le P7 qui me vient en tête, le premier Huawei P7 de l'époque. Même à l'époque, ça s'appelait les Ascend. D'ailleurs, on reparlera de ce mot-là, Ouais. ce terme qui s'est greffé maintenant aujourd'hui aux puces IA. Mais c'est l'Ascend, Huawei Ascend P7, il me semble le premier contact que j'ai en tant que créateur de contenu. Et à l'époque, je crois que c'était plutôt, j'écrivais des articles. Donc voilà. Mais moi, je me souviens des P-Smart. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Il y avait ça et après les fameux Les P30, P20, les P30. Et je me souviens d'un événement qu'on avait fait Et les mates aussi. à Paris, et tous les mates, évidemment. Je me souviens d'un événement qu'on avait fait à Paris où justement ils faisaient un peu comme aujourd'hui les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ou Ouais. iPhone 16 et 16 Pro. Et j'étais reparti avec un téléphone d'un autre journaliste parce qu'il s'était gouré. Et j'avais eu la version d'en dessous alors que je devais avoir le Pro et j'avais trop le mort. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Tout Ça à fait. fait plaisir. Quoi qu'il Ouais, en on soit, n'oublie pas. on n'oublie pas. On n'oublie ouais, rien. ouais. On n'oublie Mais pas. bon, Les beaux jours. ils ont pas oublié parce qu'après, et on en parlera plus tard parce Ok. que il y a d'autres anecdotes Ok. qu'on a essayé de disséminer un petit peu dans l'épisode, vous verrez, mais bon, il y a eu un retour de bâton qui s'est fait et qui était pas forcément agréable. Pour vous faire un petit brin d'histoire, Huawei ça a été fondé en 1987 par Ren Zhengfei. Désolé si je Ah le ouais, prononce alors mal. là, autant le dire tout de suite. Alors, tous les puristes, Ah ouais, là, c'est clair. parce qu'on dit pas Huawei, on dit Huawei. Bon, C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis fait déjà attaquer dans mes vidéos. Franchement, les gars, On débunk d'un soufflez. coup, ouais. Mettez des Soufflez. commentaires. Voilà, Voilà. insultez-nous, kiffe ta life. Voilà. Fais ton cours d'orthophoniste dans le commentaire, il n'y a pas de Sinon, problème. le petit brin de camomille juste avant, tranquille. Et voilà. tous les natifs chinois, on s'excuse Ouais, ouais, non, terriblement. mais, tu vois, Huawei. Voilà, Bon, je le je dis. me relance, je m'en fous. Merci, pardon. Ren Zhengfei, c'était un ancien ingénieur de l'armée chinoise, l'armée populaire de libération. Ouais. Et l'entreprise, en fait, elle a démarré très modestement à Shenzhen avec un capital de 21 000 yuan. Je crois que c'est yen. Yuan. Je sais pas comment ça se C'est, prononce. c'est, Ça c'est s'écrit yuan, mais yuan. Ouais. Yuan. Yuan. Ah oui, il a raison, c'est yuan. Yuan. Ouais, Yen, yuan, c'est voilà. japonais. Mais 6 600 $.
À l'époque, voilà, on va le faire comme ça. 21,60 € à peu près. Et globalement, à ses débuts, Huawei, ça spécialise dans les commutateurs téléphoniques et les réseaux de télécommunications pour le marché chinois. C'était extrêmement local. Une toute petite entreprise qui a eu un tournant folle dans les années 96, lorsque Pékin lance une politique de soutien aux fabricants de télécoms nationaux, favorisant du coup Huawei face aux concurrents étrangers. Et profitant de cet appui d'investissement massif en recherche et développement, Huawei s'impose rapidement comme un champion national des infrastructures télécom en Chine. Et après, c'est l'internationalisation. En 1990 et surtout en 98, la société installe ses premiers réseaux en Afrique subsaharienne. Et après, ça ouvre aussi des centres de recherche à l'étranger, notamment à Bangalore en 99 pour accompagner son expansion. Et en fait, là où vraiment il y a eu un tournant et on commence globalement à entendre parler de Huawei chez nous, c'est dans les années 2000 qui confirme du coup cette montée en puissance, où en 2004, il conclut une ligne de crédit de 10 milliards de dollars avec la Banque de développement de Chine pour financer ses clients internationaux, apportés à 30 milliards en 2009. En 2009, ça fait combien de temps ça fait beaucoup. Ça fait 15 ans quasiment. Ouais, c'est ça. 15 ans. 15 ans. Une entreprise à 30 milliards il y a 15 ans, ça pèse déjà. Ça pèse fort. Sachant que cette année 2009, elle est aussi un peu charnière parce que d'après ce que je comprends, ils sont pionniers sur la 3G et la 4G et c'est le premier réseau LTE commercial qui est fait en 2009 à Oslo. Donc, paradoxalement aussi, en 2009, c'est là que commence l'aventure de Huawei sur les smartphones Android. C'est vrai. Et en 2010, Huawei intègre le Fortune Global 500 avec 21,8 milliards de revenus annuels. Ouais. Bon, c'est colossal, mais vous l'avez compris, Huawei, ça reste un opérateur globalement. Ça reste dans cette sphère d'entreprise qui vend du télécom. Du réseau, ouais. Et il y a aussi déjà des premières tensions avec les US. Je fais un petit rétropédalage en 2007 où ils ont tenté de racheter une société US qui s'appelait 3Com. Et en fait, ça a été abandonné sous déjà la pression des US. Donc, on commence déjà à voir il y a quand même un petit brin. Ça commence à se friter légèrement. On va voir que c'est un schéma qui se répète. Ça, vous prenez note parce que c'est pas la première fois qu'il y a des petites tensions entre les deux sous couvert d'enjeux commerciaux et politiques. Ça se répète fort. En 2005, du coup, les ventes à l'étranger de Huawei dépassent pour la première fois son chiffre d'affaires en Chine. Et au début des années 2010, Huawei se diversifie et se lance sur le marché du smartphone. Là où on a commencé à le connaître. Moi, clairement, Huawei, je ne les connaissais pas sur le marché du télécom. En fait, pendant très longtemps, ils ont fait un peu comme HTC. C'était qu'ils étaient vendus sous marque blanche. Ça pouvait être un tel que tu achetais genre en mode Orange ou SFR et en fait brandé SFR, mais en fait en dessous c'était soit du HTC, soit ça pouvait être du Huawei. Et pareil pour tout ce que tu achetais en box genre 4G, 3G et tout ça, tu achetais en fait soit du ZTE qui était aussi le concurrent chinois, soit du Huawei en fait. On va voir que c'est toujours le cas, notamment sur la partie 5G, puisque c'est principalement Huawei et ZTE qui fournissent ces technologies-là, même en Europe, puisqu'on va voir qu'on a une posture un poil différente en Europe comparée aux US qui sont vachement plus protectionnistes que nous là-dessus sur les technos. Nous, on est encore c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Ça dépend des pays. Mi-figue, mi-raisin. J'adore cette expression. J'adore. En tout cas, c'est vrai que Huawei, on a commencé à le connaître grâce à sa popularité et ses appareils qui tournent sous Android et surtout l'aspect ultra compétitif. Rewan en parlait, où effectivement, t'achetais un smartphone Huawei qui à l'époque était vraiment pas cher. Et vers 2018, Huawei devient le deuxième fabricant mondial des smartphones derrière Samsung et vise même la première place. Donc vraiment, ça commence à devenir très très fort en très peu de temps. Xiaomi en plus, je crois, sur cette période-là où Xiaomi, Huawei, Apple. Ils ont fait la stratégie qu'on connaît à la Chine et qu'on a même connu même du temps de la Corée qui l'avait fait au Japon. C'est-à-dire qu'ils proposaient des technologies en cassant des prix. Voilà, ils te proposaient toujours plus en étant beaucoup moins cher que leurs concurrents et forcément l'appel de la force donne envie, quoi. La force. Il y a un truc aussi également qu'on voit pointer en 2017 et c'est un peu le point de départ aussi de toute cette cristallisation dont on va parler juste après. C'est une fameuse loi chinoise qui sort en 2017 qui oblige, on va dire, toutes les sociétés à travailler avec le gouvernement si besoin. Donc, il y a cette crainte qui commence à arriver du côté des autres pays étrangers, qui se dit que finalement Huawei est tellement au cœur de notre communication, de notre réseau, qu'il pourrait avoir mis des backdoors, des portes dérobées, etc. pour donner des informations sensibles, notamment militaires, etc.,
au gouvernement chinois. Sachant que vous l'avez compris, hein, ils ont vraiment commencé à ce moment-là à s'installer vraiment partout. On parle de l'Afrique, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis. Et en Europe, sa part de marché du coup mobile frôle les 20% au début 2019. 20% mobile alors qu'ils sont arrivés il y a quelques années avant, quoi. C'est assez colossal. C'est d'ailleurs son premier succès auprès du grand public. Parallèlement, Huawei dans le secteur des équipements réseau à la fin des années 2010 fournit une grande partie du coup des infrastructures 4G, notamment 70% des réseaux 4G du continent africain. C'est colossal. Et en 3 décennies seulement, Huawei est donc passé d'une start-up locale à celui d'un géant mondial des télécoms, employant près de 180 000 personnes et générant plus de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Sachant aussi que sous notre prisme, tout démarre, on va dire pour nous, je parle toi et moi en tant que créateur de contenu, genre entre guillemets en 2009. Et en fait, le truc déraille à partir de 2019-2020. En à peine 10 ans, ils sont passés de constructeurs presque no-name qu'on ne connaît pas à carrément le mec qui est capable d'aller prendre la couronne à Apple. C'est assez fou, quoi. Complètement. Et c'est dans cette ascension fulgurante qu'a fini par attirer l'attention finalement et surtout la méfiance, t'en parlais Mathieu, des puissances occidentales, en particulier des États-Unis, enclenchant une série de conflits géopolitiques à partir de 2018-2019. Donc là, ça y est, le combat en fait commence entre les États-Unis, Huawei et l'Europe, et je pense que vous avez entendu, on va vous faire un petit peu aussi l'historique à ce moment-là, mais vous avez entendu cette grande controverse qui a frappé Huawei, où justement ils étaient privés de Google. Mais avant ça, avant d'en revenir là, il faut revenir un petit peu en 2010, où justement Huawei se retrouve au cœur déjà des tensions sino-américaines. Et ça, c'est un truc qui les a énormément impactés. C'est le symbole de cette confrontation entre les deux. C'est ça, exactement. C'est vraiment la marque. Dès que tu penses conflit américain-chinois et que tu penses à la tech, c'est Huawei qui remonte tout de suite. C'est exactement Alors ça. que tu vois, il y a aussi ZTE aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'est Huawei qui a incarné en fait ce conflit. Et aujourd'hui, quand tu penses, comme tu le disais, Chine, États-Unis, le premier conflit qui te vient à l'esprit, c'est Huawei. Ouais. Ils ont été aussi ultra médiatisés en ce sens-là. Et puis bon, vous l'avez compris, c'est une méga puissance. C'est une entreprise. C'est considéré comme étant le bras armé du gouvernement. C'est l'outil, ouais, c'est l'outil. Ils s'en défendent, quoi. Ouais. Il y a plusieurs prismes. Si tu prends le prisme américain, tu te dis, c'est le grand méchant sous ton lit, c'est-à-dire que c'est vraiment la plateforme qui permet de recueillir des infos, ce genre de trucs. T'en as pour qui c'est un outil de propagande issu de la Chine, enfin de Pékin principalement, pour influencer l'opinion publique. Il y a des schémas qui se répètent. Ouais. Et si tu veux, dans tout cet écosystème-là, tu as quand même des noms qui reviennent régulièrement. Ouais, genre, si je vous dis ByteDance, je pense pas que vous voyez qui c'est. Peut-être Mathieu un petit peu parce qu'il traîne sur les forums tard la nuit. Ouais, tard la nuit. Mais par contre, si je te dis TikTok, là, tu vas me dire, bah oui, évidemment, ByteDance, c'est le groupe à qui appartient TikTok. Celui qui avait racheté Musical.ly, qui a fait la fusion à l'époque. Et qui serait peut-être en passe de se coquiner avec Ubisoft, par exemple. Par exemple, puisqu'il y a Tencent à côté qui a pas mal de jeux. Tencent qui est un peu l'équivalent, c'est entre le Meta et le Google de la Chine, donc entre le moteur de recherche et le réseau social. Et tu vois, ByteDance, on se dit, bah non, c'est pas très connu, ça doit pas être très gros et tout. En 2018, ils ont fait une levée de fonds de 3 milliards, ce qui a fait que c'était la start-up la plus valorisée au monde, donc avec une valorisation de 75 milliards, devant Uber. Juste pour mettre les choses en perspective. Donc c'est pas non plus le petit truc, c'est pas parce que nous on le connaît pas en Europe, enfin côté Occident, que c'est comme Alibaba. Mais en réalité, Alibaba est bien plus puissant que Amazon, mais en fait c'est très local. On oublie que c'est très local, mais que ce fameux local, il représente un nombre de consommateurs tellement énorme qu'en fait, nous on est des fourmis, je crois on est 400 millions en Europe. C'est 1,5 milliard de Chinois potentiels. Alors, on sait que tout le monde n'a pas le même forcément niveau de vie en Chine, mais tu prends les 1 milliard déjà. Bien sûr. Voilà. Et sachant que ça concentre aussi tous les pays qui ont un peu des griefs contre les États-Unis, tu vois. Et c'est vraiment l'alternative à ceux qui en veulent à l'hégémonie américaine, tu vois. Et en 2023, pour revenir sur TikTok et Douyin qui est le nom, de la version chinoise de TikTok, c'était à peu près 2 milliards d'utilisateurs. Donc, ouais, c'est colossal. C'est en termes de force de frappe, c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Et qu'on se le dise, ce dont on parle là aujourd'hui avec Huawei,
vraiment, tu vois, souvent, on a tendance, nous, à balancer des titres en mode Samsung, la guerre contre Apple, Android versus Android, la guerre, machin. Non, là, pour le coup, on est C'est vraiment... un conflit. Le mot, il est vraiment pas galvaudé. Je dis pas que ça sort les mitraillettes et ça se tire dessus, mais vous allez voir, on a quelques histoires à vous raconter en termes d'espionnage et des trucs. Franchement, il pourrait y avoir des séries Netflix là-dessus, quoi. Ah ben je pense qu'il y en aura. On peut d'ailleurs parler des premières sanctions qui ont commencé à taper le grand public, notamment européen et principalement américain. C'était en 2019, il y a eu la mise en liste noire de Huawei sur par les États-Unis. Donc en gros, si c'était des produits qui étaient fabriqués par Huawei en 2019, c'était juste interdit de commercialisation en Chine. Ils ont été notamment, eux aussi, privés d'utiliser des technologies issues des États-Unis. Raison qui les a poussés, du coup, de par l'interdiction d'utiliser Android, puisque c'était développé par Google, à développer leur propre système d'exploitation qui deviendra par la suite Harmony OS. Mais ça a tapé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y avait l'impossibilité d'avoir accès aux chaînes de fourniture pour fabriquer les puces. Toutes les machines qu'ils utilisaient, plus possible de s'en servir. Typiquement, par exemple, leurs puces qui étaient les puces Kirin, donc maison, il y avait une partie de ces puces-là qui contenaient de la technologie américaine, donc qui était fait par TSMC. Et en fait, il y a un moment où donc c'est Trump qui tape la première fois, qui les met sur liste noire et qui les pointe du doigt. C'est-à-dire que même les gens qui connaissaient pas Huawei, avec Trump, ont appris qui était un peu ce constructeur-là, parce que c'est vraiment eux qu'ils ont visé. Et il a dit, plus possibilité d'utiliser des technologies. Tous ceux qui travaillent avec nous et qui utilisent des technologies américaines, même si ça pouvait être genre des constructeurs européens, des fabricants de puces, etc. Parce que en fait, la construction tech, on s'en rend pas compte, mais c'est pas forcément que en Chine. Il y a des trucs qui sont faits en Europe, etc. Et en fait, dès que Huawei frappait à leur porte, il leur disait désolé, on peut pas, on a telle technologie. C'est-à-dire que même, tu vois, l'outillage qui était fait pour faire certaines puces, si l'outillage il contenait de la techno américaine, il disait c'était pas possible. C'est vrai que le plus important et ce qui a frappé tout le monde, notamment nous en termes de grand public, ça a été le coup du coup de Huawei et l'interdiction de Google, propulsée du coup par les initiatives de Trump, pour dire c'est terminé la licence Android. C'est terrible. Plus le droit d'utiliser Google, plus le droit d'utiliser YouTube, plus rien quoi. Qu'on redonne un peu le contexte, à l'époque, tous les anciens produits étaient continués d'être supportés. Google a dû communiquer là-dessus en disant aux anciens clients. C'est vrai, t'imagines ceux qui avaient des Mate, des P, des P20 et tout ça. 20% du marché à ce moment-là. Donc tu vois, en fait, les gens achetaient aussi les produits pour pouvoir utiliser le store et tout. Ces gens-là, tu te serais pris une class action des enfers. Donc, ils disaient, on va continuer de supporter tous les anciens produits. Mais par contre, tout ce qui arrive après, c'est terminé. Plus possibilité. Et tu te retrouvais avec des trucs un peu compliqués où il y avait des produits, quand tu achetais du Huawei après cette interdiction, où tu pouvais plus utiliser Google Maps parce que ça utilisait les Google Services. Et du coup, en fait, tu ouvrais ton Maps, tu avais un plan, mais tu n'avais plus rien. Tu voulais utiliser Netflix, ça utilisait une techno, notamment pour les DRM, etc., pour accéder à en 1080p à ta série. Tu pouvais plus l'utiliser. Donc, tu pouvais regarder ta série, mais c'était en 480p. Bref, tu avais tous ces trucs-là. YouTube qui marchait plus. Tu étais obligé d'aller sur un navigateur pour le faire. Et ça a été... Faut se rendre compte quand même. Demain, tu achètes un iPhone, tu n'as plus iOS dessus. C'est chiant. Et le problème, c'est que ce truc-là qui tombait un peu de nulle part, c'était, un coup dur pour Huawei, parce qu'ils se font littéralement couper l'exception en disant, voilà, on a le hardware et tout. Par contre, la connaissance du système d'exploitation, on l'a pas. Et surtout, au-delà de développer ton système d'exploitation, comment tu amènes les développeurs à avoir leurs applications sur ton nouveau système? J'ai une anecdote là-dessus. J'étais parti à ce moment-là à San Francisco et j'avais amené avec moi un Huawei Mate 20 que je testais. Le Mate 20 qui, je pense, était le premier smartphone sans OS Google du coup à l'intérieur. Donc aucun service et tout ça, mais il y avait des manières un petit peu détournées pour essayer de récupérer les services. Ça existe encore d'ailleurs. Je vous remets dans le contexte. On se balade à San Francisco, on fait des visites. Moi j'ai mon petit Google Maps avec les itinéraires et tout que je suis avec mon iPhone. Mais j'ai toujours 2 téléphones avec moi au cas où. Le au cas où fonctionne bien parce que j'ai plus de batterie. Donc comme un con, je mets mon téléphone à charger dans mon sac et je prends mon autre téléphone. C'est un téléphone Huawei. T'as pas Google Maps. Google Maps en plus, je l'ai mal dit. Google Maps. Donc je me retrouve comme un connard
en plein milieu d'un endroit que je connais absolument pas, avec un téléphone qui a pas Google, où je viens de mettre ma SIM, mais c'est un enfer à recalculer les données cellulaires, machin. Donc je me retrouve avec un téléphone qui a pas de GPS, qui a pas de plan, le réseau approximatif, et là je suis en mode... Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est dur. Donc Et j'ai là- commencé à bricoler quand on était au resto en mode ok, vas-y, j'essaye d'installer les trucs Google. Donc je fais une recherche internet sur comment En train de installer tout. router le téléphone. C'était un un enfer resto. sur Terre. Oh, Et pour autant, et Huawei était surtout réputé pour ça à ce moment-là, c'est que c'était un super téléphone qui marchait trop bien et surtout qu'il y avait une capacité photo et vidéo qui était géniale. Donc j'avais trop le mort parce que j'avais un super téléphone avec un très beau design qui prenait des très bonnes photos mais qui ne me servait à rien. Est-ce que Quentin ne vous dit pas c'est que le restaurant a refusé de le servir, qu'il est sorti, le SWAT a débarqué, il lui a fait 3 clés de bras et qu'il a été, il a fait C'est 3 ça. jours à Guantanamo. Ils l'ont interrogé, c'était un agent du PCC. Voilà, et tout. exactement. C'est pas le Quentin qu'on connaît, ça, c'est pas. Incroyable. Mais ouais, c'est, comment dire, les petits pieds de nez comme ça des États-Unis ont continué bien après. Force est de constater qu'ils s'en sont, comment dire, qu'ils s'en sont relevés puisqu'ils sont toujours là aujourd'hui. Et on est beaucoup sur la partie smartphone, mais il faut savoir que Huawei, c'est un écosystème. Ils ont commencé sur les télécoms, ils sont encore aujourd'hui là-dessus. Les réseaux 5G, t'en as parlé un Ouais. petit peu, Mathieu, c'est Huawei et ZTE principalement. Ça, pareil, c'est Ciao. Aux États-Unis, c'est donc globalement du in-house ou des partenaires plutôt avec des technologies européennes. En Europe, je l'ai dit, c'est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que c'est plutôt à la discrétion de certains pays. Nous, en fait, tu as globalement la partie, oui, il faut encourager le commerce, il faut encourager le fait de travailler avec des Chinois ou avec n'importe qui, de n'importe où. Et l'autre partie qui est plutôt, bah ouais, faudrait avoir un socle un peu souverain pour l'Europe, ça fait un peu chier quand même Je sais qu'il y avait de travailler qu'avec des... des histoires de cœur de réseau, mais tu sais, tout ce qui était sensible, c'est-à-dire certains acceptaient de mettre des antennes ou des équipements Huawei un peu partout, mais tout ce qui touchait au cœur, donc tout ce qui était lié au Oui. gouvernement, etc., c'est en France en tout cas, c'est comme ça que ça a été Mais ils ont perçu. pas imposé de bannissement en France. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. l'ANSI. L'ANSI, ouais, qui a en fait limité les licences d'exploitation. C'est ça. Globalement, les Exactement. antennes Huawei, tu pouvais les prendre avec un contrat de 3 à 5 ans contre des Nokia ou des Ericsson, par exemple, qui étaient, eux, à 8 ans. Et pour l'instant, il y aurait rien qui aurait été renouvelé d'ici 2028. Donc après, à voir ce que ça donne, quoi. C'est local, en fait. L'ANSI, c'est français, donc c'est pas une stratégie européenne. C'est vraiment, pour l'instant, on est en mode, globalement, faites, mais prenez le risque de le faire si vous En voulez fait, il y a pour chez plein de trucs à dire là-dessus. En fait, il y aurait le fait que le gouvernement, je pense que tous les gouvernements ne voulaient pas montrer qu'ils se couchaient sur les décisions américaines, que genre, on s'aplatit dès que les Américains disent un truc, on dit amen. Il y a ce truc-là un peu, je pense, au niveau européen, où chacun a un peu à ses accointances ou pas avec le gouvernement américain. Tu as quand même aussi un des trucs très, très, très importants, c'est que le prix d'un équipement Huawei était ultra compétitif par rapport aux concurrents. Ça veut dire que tu t'asseyais sur potentiellement des produits très avancés techniquement et technologiquement pour accepter d'acheter des produits chez des concurrents qui étaient forcément moins bien spéqués et qui coûtaient beaucoup plus cher. Donc, tu as aussi ce prisme-là où les gens disent « Bah non, mais nous, on achetait du Huawei parce que... » Moi, j'entendais souvent ça. On achetait du Huawei parce qu'en vrai, c'est pas cher moins et que cher, ça fait bah le oui. taf de ouf. Et C'est c'est clair. même parfois mieux que des concurrents qui accusaient du retard là-dessus. Donc, tu as ces trucs-là qui font aussi prendre en compte. Et puis, pareil, quid de choses qui sont déjà mises en place. Ça veut dire que les Américains sifflent la fin de la partie. Tu fais quoi, toi? Ça veut dire tous les équipements que tu as en place, tu débranches tout de suite et tu les remplaces. Imagine-toi le renouvellement ultra speed Ouais, qu'il y a du à faire, parc, ça se fait pas d'un il coup, est quoi. colossal. Donc, tu marches sur des œufs, en fait. Et entre les deux, tu as les Européens qui se retrouvent comme des cons parce qu'en fait, on sait rien faire. On a des bons cerveaux, etc., mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas l'industrie, etc. Donc, soit tu achètes du matos américain que tu as payé une blinde et sur lequel tu n'es pas forcément sûr que demain, tu n'es pas de backdoor ou quoi, ou comment dire, quelques moyens d'espionner, mais c'est juste que techniquement, c'est des alliés vu qu'ils font partie de l'OTAN. Et d'un autre côté, tu as Ouais, mais c'est ça. Et d'un autre côté, tu as les Chinois qui sont moins chers, etc., mais qui ont des trucs Mais qui je- fonctionnent et puis qui, du coup, prennent le risque que pareil, donc tu as tous les risques d'espionnage, etc., mais que tu te mettes en plus les US à dos, quoi. Mais je pense que de toute façon, on le sait bien que, en fait, si on jette la Chine dehors parce qu'on dit il y a des backdoors, attendez, avec tous les Américains, toutes les histoires qui sont sorties, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est juste la manière que c'est fait.
C'est au Royaume-Uni, Huawei, et du coup la 5G a été ordonnée, et t'en parlais, ça peut pas se faire du jour au lendemain, c'est d'ici a été interdite, 2027. oui, ouais, c'est ça. Donc en fait ils continuent à les utiliser jusqu'au moment où en fait forcément il y a des nouveaux contrats qui doivent être signés, il faut rediscuter avec, et puis même en termes d'infrastructure, de gestion, d'humains. Parce que c'est pas t'éteins un bouton, ça coupe, hein, parce que derrière t'as tous les gens qui ont des réseaux 5G, etc. Ils vont dire bah non, fais chier. Et tous les opérateurs télécoms aussi d'ailleurs. Et tu parles de l'Angleterre. L'Angleterre est un allié on s'est connu que c'est un allié de fou des Américains. Du coup, par contre, eux, ils sont tiraillés sur le fait que ça peut pas se faire comme un coup de baguette magique, mais qu'en même temps, eux, ils sont très sensibles à leur relation avec les États-Unis. Donc, ils ont aussi envie de se coucher pour répondre aux exigences. C'est ça. Globalement, à ce moment-là, Washington fait pression sur tous ses alliés pour exclure Huawei des réseaux 5G. On parlait du Royaume-Uni qui a banni Huawei et qui est en train de retirer ses équipements au fur et à mesure. L'Australie, le Japon, le Canada et la Nouvelle-Zélande adoptent aussi des interdictions similaires. Et en Europe continentale, la position elle est un peu plus nuancée, mais évolue vers la méfiance. La Commission européenne publie en 2020 un toolbox 5G recommandant d'écarter les fournisseurs à haut risque. Et en pratique, seuls 11 États membres sur 27 ont légalement restreint Huawei et ZTE dans leurs infrastructures 5G à la mi-2024. Donc vous voyez c'était des dossiers qui étaient là il y a quelques années, mais on est encore dedans au moment où on parle. Et on n'en a pas parlé, mais il faut savoir que pendant toute cette durée d'ascension de Huawei fait du lobbying comme toutes les marques. Et combien de fois des parlementaires se sont vus arroser de téléphones, d'ailleurs comme même nous, créateurs de contenu. C'est vrai, ouais. Huawei, c'était la seule marque où on allait à une conférence quasiment et on repartait avec des téléphones qui nous laissaient. D'ailleurs, c'était même pas des prêts, ils nous les donnaient, les téléphones. Donc, il y avait ce lobbying fort qui fait que d'ailleurs, ça a contribué aussi à l'aura de Huawei. Parce que moi, je me souviens qu'à un moment, comme ils nous donnaient les tels, moi je suis très transparent, je les utilisais comme étant mes tels personnels. Et en fait, tu commences à débarquer dans des repas de famille et les gens disent c'est quoi ça? Tu dis c'est le Huawei, et toi, il a l'air cool, il est beau et tout. Et tu commences à dire en plus, il fait ça. C'était le but. Les gens ils disaient c'est combien? Tu dis c'est 500 €, là où l'Apple, tu vois, c'était déjà 900 balles. Genre, ah ouais, quand même. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi construit ce couronnement, quoi. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand ils ont commencé à se faire shut down leur écosystème, la part de marché dont on parlait tout à l'heure du mobile, qui en Europe était de 20%, s'effondre à 5% en quelques années. Et le groupe doit même céder sa filiale Honor en 2020 pour sauver du coup de certaines sanctions. Honor dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui pareil a été propulsé très fort par Huawei, qui a été racheté il me semble par Huawei pour... Alors en fait, Honor c'est on va dire la stratégie digitale. Souvent les marques elles ont leur stratégie, leur marque forte, qui est à Huawei, Oppo, etc. Et ils font entre guillemets, des sous-marques, un peu comme Orange et Soch, typiquement, où par exemple, on va plutôt axer sur des coûts très maîtrisés, mais on va mettre tout sur le digital, etc. On va profiter de la maison mère pour avoir accès à des technologies et on va essayer encore de casser un peu plus les prix. Et Honor, ça a été ça, c'était la marque digitale pour les jeunes qui récupérait un grand nombre des technologies pour moins cher par rapport à un Huawei. Et puis avec un nom un peu moins... Oui, c'est plus grand public. Chinophone, c'est ça, c'est vraiment Honor. Donc, vraiment une stratégie de nom plus mondial, on va dire. Honor, d'ailleurs, on avait été invité, alors je sais plus, c'était pour lequel, le Honor 20 peut-être, ou un truc comme ça. On avait été invité à Berlin pour faire du volet. Alors déjà, tu me dis Berlin et volet. On en avait parlé. Donc déjà, tu vois les deux mots, tu dis mais... C'était pour le 20. Moi, j'ai le souvenir de ces Honor 20. Pourquoi? Parce que en fait, le jour où on a invité à ce voyage de presse-là, la veille, on ne savait pas si la sanction allait tomber pour Honor, pour Huawei, du coup, pardon. Et du coup, que ça allait... Et moi, je me souviens qu'on arrive, tu sais, on prend l'avion, on arrive, on débarque juste avant l'événement. Et là, t'as tout le monde qui se regarde, qui regarde les news, parce que dans la nuit était en train de tomber la sanction. Et la sanction tombe le matin, au moment où la conférence pour les Honor 20 tombe. Et là, on se dit, waouh, c'est chaud en fait, parce qu'on sait qu'ils vont être privés des services Google. C'est très très compliqué. Honor qui a un peu subi ce qui s'est passé finalement avec Huawei, et qui a très très rapidement shut down tout budget. C'était pas la priorité pour Huawei, ils avaient besoin de plus. Et vous l'avez compris, hein, clairement, ils se sont fait éclater la tronche en quelques... Finalement, en 2 ans de temps, ils sont passés de numéro 1 ou presque
ennemi public une numéro un, anecdote, pour le ouais, coup. c'est vraiment. Et en vrai, la gestion de crise de Huawei a été assez chaotique aussi, parce que après déjà c'était une première dans le monde de la tech de se manger un tel bannissement, mais tu as le boss donc de Huawei que tu as dit tout à l'heure, j'essaie de retrouver le nom, de Ren Ren Zhengfei, qui d'un coup sur l'autre disait oui, on va essayer de montrer patte blanche, d'arrondir les angles et de tout faire en sorte pour que Huawei retrouve un petit peu que les sanctions disparaissent très vite. Et le mois d'après était complètement en mode oui, on a besoin de personne, on va lutter pour ça et tant pis pour les Américains et voilà, et on va montrer qu'on est les meilleurs. Donc il y avait toujours cette dualité du chaud et du froid qui fait que ça n'arrangeait pas forcément les choses. Mais du coup, ça a mis un gros coup dans les fesses de Huawei, puisque Huawei, à la base, ça reste comme une entreprise chinoise qui sont, eux, très conservateurs et très, j'allais dire nationalistes, mais c'est, comment dire, très indépendantistes plutôt. Ouais, mais c'est une société qui est quand même très liée à son gouvernement. C'est aussi ça qui a fait tiquer beaucoup de qui a des motivé, personnes. oui, effectivement, toutes les décisions de bannissement et les regards un peu sceptiques vis-à-vis de l'insertion de ce genre de techno, notamment dans les infracritiques. Mais ils ont continué, malgré tout, à investir sur leur développement. Donc, on a parlé un petit peu de Huawei, qui a été obligé, sur la partie mobile, de développer son système d'exploitation HarmonyOS. Petite anecdote là-dessus, en mars 2025, donc là, il y a 2 mois, ils ont eu c'était la fin de la licence d'utilisation de Windows sur les appareils, les PC portables, les PC qui faisaient Huawei, puisque Huawei fait aussi des ordinateurs. Oui. Donc, très récemment, on va l'évoquer à la fin de l'épisode, ils ont développé aussi la version OS PC laptop, de leur système d'exploitation, qui est Harmony OS, avec un truc, un petit nom au bout, il y a un truc rajouté, je sais plus exactement ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, ils ont continué à développer derrière leur techno, ils ont récupéré des technologies qui leur permettent de faire de la gravure. Alors, je crois qu'ils sont un peu à la ramasse là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire du 7 nanomètres au plus gros, puisque pour être plus fin, il faut avoir du matériel et des compétences qu'ils n'ont pas forcément encore. Harmony Next, du coup, la version pure sang d'Harmony, il y a des applis natifs qui commencent à arriver dessus. Ils revendiquaient 15 000 applications, notamment Tencent, qui est l'application dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu l'équivalent d'un espèce de super moteur de recherche, réseau social, ce genre de choses. Il y avait WeChat qui est leur équivalent de WhatsApp en fin de compte. Même, je crois qu'à l'intérieur de WeChat, il y a plein de trucs. Il y a énormément de choses. Oui. C'est très, une sorte d'agrégateur, en fait. C'est ça. Ils aiment bien packer un certain nombre de trucs sur leur... C'est d'ailleurs le rêve d'Elon Musk de reproduire ce type d'application avec X, où il espère un jour en faire une plateforme de paiement, bref. C'est la volonté de tout le monde. Meta s'y était déjà essayé avec Facebook, avec la partie notamment, tu sais, Le Bon Coin, Marketplace, etc. Même la crypto et tout. C'est ça. L'ambition de Huawei, c'était d'arriver au milliard d'appareils construits et qui embarquent HarmonyOS. À la fin 2024, ils annonçaient plus de 900 millions de terminaux Huawei sous HarmonyOS. Donc c'est un résultat qui reste quand même honorable quand tu sais d'où ils partent finalement. Et il y a une perf aussi qui a été faite en 2023, qui a le boss de Huawei qui annonce avoir réussi à remplacer 13 000 composants américains à l'intérieur. Et il y a aussi un truc en août 2023 qui est sorti. Apparemment, Huawei, ils auraient construit des usines secrètes pour contourner l'embargo américain. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont réussi à sortir un Huawei Mate 60 Pro, là, qui a été un petit peu le premier signe d'un retour fulgurant de la marque, avec un produit qui récupère la 5G. Et en fait, on ne sait pas trop comment. Je sais que les Américains, ils sont sur les dents concernant ce téléphone-là, parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, Huawei a tout simplement triché et a récupéré des technologies à eux pour les mettre dans ce téléphone-là. Bah là, ça y est, en fait, on se rend compte que Huawei, malgré ce qui s'est passé, repartent et même essayent de renaître de ses cendres dans les produits de grand public, notamment les montres connectées, les smartphones, les écouteurs sans fil. Parallèlement, l'entreprise renforce ses technologies, du coup, avec son processeur 100% chinois, comme l'Ascent 910. Et même pour vous donner un chiffre, le Huawei domine le marché chinois des montres connectées avec 37% des parts de marché au premier trimestre 2025. Donc là, c'est tout récent, surpassant Apple et Xiaomi. À l'échelle mondiale, c'est 26,5 millions de produits connectés vendus en 2024. Xiaomi qui est passé numéro 1 sur les montres connectées devant Apple aussi. Tiens, c'est une petite news que j'ai vu passer là très récemment. Et pour te donner aussi l'ampleur du truc, on parlait du Mate 60 Pro, c'est 1,6 million d'exemplaires vendus en 6 semaines.
et Ah non, uniquement c'est sur ouf. la C'est Chine. énorme, on se rend pas compte. Hein. Tu vois, Et ils sont numéro 1 d'ailleurs en Chine, Huawei. D'ailleurs, Mathieu, Sur tu as les pu smartphones. tester un petit peu tous ces derniers produits, smartphones, montres. Alors les smartphones, j'ai pas trop eu l'occasion d'en tester un parce Ok. que effectivement, ça reste quand même assez handicapant le manque de service Google, même s'il y a des contournements. J'en suis la preuve puisque j'ai une tablette au moment où on tourne cet épisode Huawei qui est vraiment littéralement un concurrent de l'iPad Pro. Tu sais, on l'a vu avec des technologies qui reprennent comme le tandem OLED avec deux dalles OLED à l'intérieur pour une dalle encore plus lumineuse. En termes de puissance, et là c'est ça qui est fou, moi, pour faire un petit peu les dernières conférences de Huawei, il n'y a plus aucune mention sur les puces à l'intérieur. Ah ouais? On te donne jamais les SoC qu'il y a dedans. Voilà, on te donne juste la RAM, la ROM, enfin le stockage, etc. Mais à l'intérieur, c'est vraiment un sujet tabou, les puces à l'intérieur. Ce que je peux te dire, c'est que moi, pour utiliser cette tablette au quotidien, on sent qu'elle est en retrait par rapport à un Snapdragon, très clairement en termes de performance. Par contre, tout marche. Tout fonctionne, tu vois. Tu peux jouer même à ton gros jeu Genshin Impact et tout, sans difficulté et tout. La puissance a l'air d'être là. Tu sens juste, tu sais, en termes de ressenti, que c'est un peu en dessous, quoi, que par rapport à du Snapdragon. Il est bench aussi, hein, le montre aussi également. C'est vraiment plus modeste en termes de perf. Mais Mais les par contre, produits ouais. en eux-mêmes, en termes Reste de très, très design, quali, c'est très cool. ça reste toujours très très bon. Moi, j'ai leur montre là. J'ai envie de te dire, ça m'embête parce qu'il me manque pas mal de fonctionnalités, notamment pour le paiement. Tu vois, j'ai pas accès à Google Wallet, Ok, j'ai ouais. pas accès à Google Maps, etc. Mais j'ai testé Petal Maps, ça marche plutôt Petal bien. Maps, c'est Ouais, c'est l'alternative à Google Maps de de Huawei. Et par contre, tu vois, j'ai toujours tendance que j'ai le choix du roi. J'ai les deux à la maison. Moi, j'ai une Galaxy Watch 5 de mémoire. Et en fait, malgré que des fois, j'ai envie de revenir sur l'écosystème de Google, ben, en fait, les montres de Huawei, elles font peu ou prou quasiment la même chose à 90% près. Sauf que par contre, Huawei, elle leur met une gifle sur l'autonomie. Moi, l'autonomie de la montre que j'ai, là, la Watch Fit 4 Pro que j'ai entre les mains, c'est 7 jours d'autonomie. Là où la Galaxy Watch, je fais 1 jour et demi dans la douleur, tu vois. Ah ouais, ok. Et là, on a des technos, attention, tu vois, par exemple, celle-ci que j'ai au poignet, elle fait le CG. Elle a l'électrocardiogramme qu'on a sur... C'est vraiment la concurrente de la Watch Ultra de Apple pour moins cher. Après, tu vois, je côtoie pas les deux montres, donc je saurais pas te dire à quel point il y a potentiellement une grosse différence sur, je sais pas. Mais là, par contre, tu as du titane, tu as tout. Ils reprennent tous les codes d'Apple en termes de qualité des matériaux, de fabrication et tout. Ils pompent le design sans pression. Ouais, ça On c'est se clair. le dit, Ouais. voilà, tu l'as vu. Hein, et j'ai même des On gens l'a en commentaire comparé. qui m'ont dit « Ah, j'ai cru que tu avais une Apple Watch au poignet. » Mais très clairement, ils reprennent tous les matériaux et tout. Et encore, ils restent dans cette stratégie agressive de prix. Sur celle-ci, on est à 280 €, quoi. Et il y a un téléphone dont on n'a pas encore mentionné, c'est le Mate XT Ultimate Exactement. Design, parce que, bon, on en a parlé dans différents épisodes, mais on a toujours cette course à l'innovation, à aller chercher toujours plus. Et Huawei semble être le premier constructeur à proposer un smartphone tripliable, unique au monde, où tu as l'épaisseur d'un Z Fold globalement quand il est fermé, et tu peux le déplier en 3 parties pour avoir un bête d'écran, quoi. C'est Ouais. le téléphone que tu as envie, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et Bah, pour ouais. te dire, il y a Léo Techmaker qui, lui, c'est son téléphone principal. C'est son daily drive. Ouais, c'est son daily Putain, drive. incroyable. Et il kiffe. Et par contre, comme je l'expliquais, il y a des moyens détournés de récupérer les services Google. Moi, il y a un store que j'ai mis dedans qui s'appelle Aurora Store, qui est un store alternatif open source qui est un miroir en fait du Play Store. Et tu peux installer des YouTube et tout. Ouais, et Huawei, je pense qu'a glissé à l'intérieur des Google Services. Un peu custom parce que j'arrive pas à les mettre à jour. Là, je mets la casquette Et cybersécurité. La pitié, quand vous faites ça, faites attention. Hein, parce que les trucs développés par des tiers, quand vous mettez vos données et tout dessus, voilà. Après- L'avantage d'avoir des trucs officiels, c'est que vous savez plus ou moins ce qu'il y a dessus. Ouais, mais juste pour être bien complet sur le sujet, l'Aurora Store est vraiment indépendant. D'ailleurs, Huawei nous dit non, on ne travaille absolument pas avec les gens qui font ce store-là. C'est un store que tu peux même installer sur ton Oui, c'est un Samsung. Cydia, quoi. Voilà, c'est vraiment. C'est un magasin alternatif. Ouais. C'est un magasin alternatif, open source. Il monte quand même assez patte Ouais. blanche là-dessus. C'est juste là où tu as raison, peut-être sur le fait de où est-ce que les applications elles sont récupérées. Est-ce que c'est récupéré en direct sur le Play Store par une passerelle dont je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Huawei, tu vois, nous le dit un peu en chuchotant. Ouais, vous pouvez mettre ce Aurora Store pour récupérer toutes vos applis. Mais par contre,
ils se défendent, et je pense qu'Aurora Store aussi se défend d'être le faire-valoir, en tout cas, de Huawei, quoi. Harmony OS, c'est le système d'exploitation du coup maison de Huawei qui équipe désormais plus de 900 millions d'appareils. Je l'ai sur ma tablette. Quand même, c'est assez hallucinant. Mais en tout cas, malgré tout, la bataille géopolitique, on l'a compris, est loin d'être terminée. Mathieu me rappelait encore une news qui est arrivée là il y a quelques En jours. mars. Et Huawei demeure un symbole des rivalités technologiques entre grandes puissances. Ça incarne, on le disait, cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et notamment sur le prochain terrain crucial, l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est rigolo que tu mentionnes ce point-là, puisque en fin de compte, on parle beaucoup de Huawei. Il ne faut pas oublier que derrière Huawei étant une marque chinoise, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits déjà par l'État chinois dans ces technologies, puisqu'ils ont donné quand même quelques milliards sur 2024 pour justement investir sur le projet des semi-conducteurs, donc dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le Big Found, donc qui est une initiative de la Chine pour rattraper le retard technologique, notamment dû à ces pressions-là d'interdépendance avec des écosystèmes qui demain peuvent être menés à être interdits ou juste disparaître. Dans la catégorie de l'IA, il y a notamment 2 sociétés qui s'appellent SenseTime et iFlyTech, que nous, on ne connaît absolument pas, mais qui sont des champions qui émergent justement via ce soutien public. Dans d'autres catégories qui ne sont pas l'IA, mais plutôt l'électronique grand public, tu vas avoir Xiaomi et Oppo qui continuent à intervenir dedans. On parlait de ZTE sur la partie 5G, donc ça corrobore ce qu'on disait au départ avec le fait que la Chine alimente derrière cette volonté de souveraineté et surtout d'autonomie, puisqu'ils ont une initiative, la Chine, avec sa Digital Silk Road, donc sa route de la soie digitale, numérique plutôt, j'aime pas trop le terme digital, pour notamment financer les infrastructures avec qui veut bien le faire. Sauf que pour ça, c'est champion, il faut développer sa technologie. Donc, tu as des investissements qui sont faits dans les réseaux 5G, dans les villes intelligentes, dans les plateformes cloud. On parle un petit peu en Afrique du fait qu'il y avait effectivement une alternative low cost de Huawei avec la fourniture de ces réseaux-là, pas cher, qui convient très bien au modèle des pays en voie de développement. Les villes du Moyen-Orient, les caméras intelligentes, les éclairages connectés, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont mis ensemble. Huawei, c'est un écosystème qui est très très fort, qui est forcément très très bien appuyé et un bel outil de la Chine pour derrière asseoir une certaine puissance, mais il ne faut pas oublier que derrière ça intervient dans... Il y en a certains qui ont utilisé le terme de rideau de fer numérique. Tu sais, le rideau de fer à l'époque, quand les grands cerveaux de l'URSS se barraient dans le pays, ils ont dit ah ouais, non, tu es ici, tu restes là, tu sors pas fin. Là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que demain, aujourd'hui, ils ont un espèce d'énorme pare-feu, vous voulez nous couper, coupez-nous. Oui, ils veulent avoir l'indépendance. Coupez-nous, on a nos services, on a nos propres réseaux. Après, on en perd beaucoup plus, en vrai. Ouais, mais c'est pour ça qu'on commence à vivre une époque où on parlerait peut-être plus de l'Internet, mais des Internets. Tu pourras avoir un Internet en Chine, cloisonné, un Internet aux États-Unis. Ce qui commence un petit peu, tu t'en parlais de WeChat et tout ça, en vrai c'est un peu le cas. C'est le modèle protectionniste. Notre TikTok, qui est une application chinoise, n'est pas du tout le même que ceux qu'ils ont en Chine. Donc déjà, en fait, à partir de là, c'est scindé. On a Amazon, ils ont Alibaba, enfin vraiment, ils ont leur propre écosystème et en fait, mais pour l'instant, Huawei tend à changer ces trucs-là, quoi. Tout est interconnecté par des mêmes infrastructures. Là, je pense que vraiment, l'étape d'après, ce serait de dire, comme disait Rewan, coupez-nous, nous on va avoir notre Internet qui serait un espèce, finalement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, d'un espèce d'intranet global en Chine, c'est-à-dire un Internet qui n'est pas relié du tout, ni avec l'Europe, ni avec les US. On serait sur des zones, des zones réseau plutôt qu'un Internet. Ce serait plutôt des Internets locaux qui seraient connectés avec différents autres. Après, t'imagines la tension qu'il y aurait. Là, t'as vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a chez le voisin, quoi. Mais tu auras des réseaux d'interconnexion, etc. Un élément un peu intéressant que tu as mentionné, c'est que tu as dit, nous, on a Amazon et eux, ils ont Alibaba. Nous, on n'a pas Amazon. Hein. C'est les Américains qui ont Amazon. Oui, non, mais... On n'a pas Amazon, on n'a pas Google, États-Unis, Europe, mais c'est clair qu'on n'a pas Azure, on n'a pas Microsoft, et c'est pour ça que je reviens sur le discours de base sur l'Europe, c'est que nous, en Europe, on a à poil le truc qui a Claude, qui serait zéro souveraineté, qui serait un peu plus Mistral. près, ce serait OVH Cloud maintenant. Mais OVH Cloud, je crois que dans les parts de marché mondiales sur la partie cloud, c'est 1,5%, je crois. C'est ça. C'est ridicule. C'est ça. Cœur sur OVH Cloud, mais à l'heure actuelle, c'est pas une alternative viable. Eux, ils se positionnent justement comme acteurs de la souveraineté. Il faut avoir les reins très solides quand tu vas attaquer un Alibaba, un Microsoft ou un Amazon. Et
quid aussi de notre allié américain, qui est peut-être plus si finalement un allié que ça, vu comment les choses sont en train de tourner. Pour nous, c'est compliqué. Mais pour en revenir en tout cas à la Chine, et notamment, tu parlais d'intelligence artificielle, ce qui est impressionnant aussi avec Huawei, c'est qu'au fil des années, ils ont construit un écosystème complet. C'est-à-dire qu'ils ont donc mis en place une stratégie qui s'appelle All Intelligence. Ils ont mis des milliards, des billions donc d'investissements sur 10 ans. Par exemple, ils ont, comme je le disais, des puces d'IA. On parlait de l'Ascend, tu te rappelles, Ascend P7, tout premier. Et ben aujourd'hui, cette marque-là, c'est la marque qui est... Et c'est sa gamme de puces c'est sa gamme IA. de puces IA avec la scène 910, 900B, 910B et 910C. Tu as aussi toute la plateforme logicielle autour, donc on parlait d'Harmony OS, mais avec des frameworks, donc je ne vais pas essayer de trop complexifier, mais comme quoi ils ont la plateforme aussi logicielle qui est là. Ils ont même un modèle d'IA à eux qui s'appelle le Pangu, qui est en version 5 aujourd'hui en 2024, qu'on ne connaît pas du tout, qui couvre à la fois le texte, l'image, le raisonnement et tout ça, donc il est multimodal et plein de choses. Et aussi, on parlait d'OVH, cœur sur eux, et ben ils ont Huawei Cloud aussi, qui est leur infrastructure de cloud native et qui mise aussi également beaucoup sur l'IA. Voilà, donc en fait, ils sont à la recherche de cette indépendance, autosuffisance technologique, de plus avoir besoin de qui que ce soit pour pouvoir avancer de leur côté. Côté législatif, ils avaient aussi leur propre loi. On parlait du fait qu'il y a eu l'embargo en 2019 avec pas de Huawei, pas de souci. En 2017, en Chine, il y avait la loi chinoise sur la cybersécurité pour la protection de la souveraineté du cyberespace, la sécurité nationale et l'intérêt public. Il y a un gros mot pour dire que globalement, si demain on veut couper Google, Facebook, Twitter, on peut le faire et vous allez absolument rien faire. Il y avait des conditions sur le stockage des données, notamment qui traitaient des citoyens chinois où ça doit être stocké en local, un peu la manière de ce que fait la Russie, ce genre de choses. Il y avait une loi anti-sanction en 2021 qui a été faite justement en réponse à ce qui avait été fait en 2019 pour Huawei, qui visait à sanctionner tous les acteurs qui appliquaient des mesures anti-commerciales, en fin de compte, à son encontre. Donc, toute entreprise qui aidait à l'embargo US contre Huawei, notamment sur les restrictions des puces, encourait des poursuites et des indemnisations. Donc, on est sur un contexte qui reste tendu. Aujourd'hui, le côté américain, ils ont plus la force des choses de par l'évolution technologique de certains domaines, notamment l'IA, puisque effectivement, il y a du Nvidia, il y a ce genre de choses qui sont plutôt locales. Mais Nvidia le disait. Tu vois, j'ai vu Jensen Huang, le boss d'Nvidia, qui a dit si on laisse un champ libre, par exemple, on n'est pas sur un marché, je dis une bêtise sur le marché européen, Huawei il sera à notre place. C'est ce que j'allais dire. Et en plus, tu as tout ce côté, oui, effectivement, c'est américain. Par contre, ils dépendent vachement de Taïwan, etc., pour la production des puces avec TSMC dont tu parlais tout à l'heure. Donc, la situation n'est pas aussi simple que juste des zones géographiques. Tu as tout un tas de petites dépendances, etc., qui se font que là, aujourd'hui, on est en capacité d'utiliser des téléphones et des logiciels en SaaS, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, à l'avenir, à quoi on peut s'attendre, le fait que Huawei continue de développer son écosystème, continue de travailler avec les acteurs locaux pour déjà faire une alternative crédible à ce qui était déjà fait avec Android, etc. Et puis qui sait, peut-être que demain, ça va être dépassé. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un comeback de fou en Chine, et c'est déjà le cas parce qu'il commence à redevenir le leader qu'il était là-bas. Ce qui est certain, c'est la difficulté de pouvoir s'étendre à l'international, où les États-Unis sont déterminés à continuer à les étrangler au niveau technologique, à leur priver d'accès à certaines technologies avancées. On parlait de puces d'IA, on parlait de 7 nanomètres. Eux, ils visent le 5 nanomètres seulement cette année. Donc, à voir s'ils vont ici y parvenir. Donc, très clairement, il y a plein de choses. Et puis, Huawei continue malgré tout à montrer des signes inquiétants pour même l'Europe. On en avait parlé juste avant, en mars 2025, là, donc c'est tout récent. Et ça a fait un peu les choux gras aussi lors du Mobile World Congress, où Huawei s'est un peu illustré sur ce point-là notamment. Il y a eu des phases où Huawei a été épinglé pour corruption. En tout cas, tentative de corruption sur des parlementaires européens. Et là, je parle vraiment spécifique pour nous, l'Europe. Il y a des tentatives d'essayer de donner des cadeaux, donner de l'argent pour que les parlementaires poussent des lois et en tout cas des règles qui sont en faveur de Huawei et même plus largement de la politique de Pékin. Donc, c'est toujours continuellement ce flou artistique où Huawei continue d'alimenter le fruit qui serait peut-être le bras armé
du gouvernement américain. T'as les États-Unis qui continuent à taper sur Huawei et jusqu'à preuve du contraire, on n'a quand même pas vu de preuves substantielles de toutes les craintes qu'a les États-Unis sur les backdoors, etc. Et ça, c'est le problème parce qu'en vrai, peut-être qu'ils montrent pas les preuves parce que c'est genre trop secret défense entre guillemets, mais en même temps, les Américains, ils se sont tellement illustrés, et je prends par exemple, je vais aller sur un segment un peu fragile, mais enfin un peu sensible, mais la guerre d'Irak, on disait que Saddam Hussein, il avait des armes, tu vois, des destructions massives, des armes bactériologiques et tout, ça s'est avéré que tout ça a été un mensonge. Donc nous, Européens, on est toujours cette saucisse que j'appelle au milieu de ces deux tranches de pain où en fait on a deux adversaires qui essayent de nous contrôler aussi quelque part et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas cette indépendance technologique qui fait qu'on peut faire les choses ni sans l'un ni sans l'autre et ça fait flipper. J'ai une petite phrase qui résume un petit peu le tout d'un chercheur à l'ETH Zurich, un chercheur suisse qui s'appelle Patrick Tinguely, qui parle de donc qui revient d'une mission en Chine et qui dit que en Chine, l'utilité passe le plus souvent avant la confidentialité des données, ce qui contraste avec l'approche occidentale plus soucieuse de la confidentialité. Vous en pensez quoi de tout ça ? Je suis complètement d'accord, mais ça se reflète, comment dire, ça se reflète dans la rapproche qu'ils ont vis-à-vis du contenu, des copyrights, etc. On glisse un petit peu sur le débat, mais aujourd'hui, ils sont plus dans les gens veulent pas être, comment dire, ne veulent pas... je vais utiliser mes termes, mais ils s'en foutent de l'intimité. En fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est être protégés. C'est toujours ce débat, est-ce que les gens veulent surveiller ? Est-ce qu'on veut tout savoir sur toi pour que tu te sentes plus en sécurité ou alors avoir un peu de vie privée ? Mais à ce côté-là, tu vois, tu as toujours cet aspect un petit peu protection vs indépendant. Enfin, liberté, on va dire. Eux, ils sont vachement dans ce modèle-là, là où nous... on a quand même des moyens un peu détournés de le faire. C'est-à-dire que je prends un exemple à la noix, mais les mesures d'audience sur les sites internet, les analytics, etc., qui te permettent de savoir combien de temps tu as consulté un site, où est-ce que tu as cliqué, etc. Aujourd'hui, on a des moyens légaux détournés d'utiliser ce genre de trucs-là. On est encore réfractaire sur l'utilisation des algorithmes de détection vidéo pour la surveillance des lieux publics, des visages, etc. Personnellement, je suis pas pour, mais je sais très bien qu'on va y aller. C'est malheureusement une cause perdue de dire non, on va pas y aller. Il y a tout un tas de contraintes éthiques à l'utilisation de ce matériel-là. Mais le gouvernement pousse tellement fort. En fait, le gouvernement, il pousse tellement fort. On l'a vu avec Darmanin qui le dit que c'est sûr qu'on ira. On est à un extrême, juste pour finir sur le propos de la Chine, on est à un extrême où là, tu as un épisode de Black Mirror quasiment. Quand tu rentres avec le concept de note sociale, avec le fait que tu rentres dans un cinéma, tu as les gens qui ont les mauvaises notes qui s'affichent avant ton film. On est à la limite de la dystopie, selon moi. Je comprends la situation et force est de constater que ça reflète assez bien l'état des choses. Que c'est pour la première fois un choc des cultures sur trois axes, sur trois adversaires, en fait, sur trois protagonistes. On a les États-Unis qui sont le capitalisme avant tout, et du coup, plus rien n'a d'importance. C'est-à-dire que s'ils doivent aller piocher dans tes données pour vendre, pour faire de l'argent, chez les États-Unis, l'argent est roi. Et tu peux même voir des choses très aberrantes, c'est-à-dire que je peux apprendre un truc très trivial. 2 youtubeurs qui peuvent se détester au plus haut point. Nous, en Europe, jamais on travaillerait ensemble. Si tu travaillerais jamais avec le mec que tu détestes le plus. Aux États-Unis, ça va faire de l'argent. S'il y a de l'oseille à faire, exactement, typiquement, ça, on y va. Ça, c'est pour un peu montrer l'idéologie qu'il y a aux États-Unis. En Chine, il y a une politique de contrôle à l'extrême. Et en fait, là-bas, il n'y a pas fondamentalement de liberté individuelle. Tout doit être fait dans le sens commun. C'est-à-dire que même le gouvernement, on peut en penser ce qu'on veut, mais pour eux, tu sais, ils sont très dans la philosophie de « on est un seul peuple ». Et toi, tes besoins, tes envies à toi personnelles, on s'en fout. Ouais, oui. En fait, tu dois, toi, te mettre au service du commun. Voilà, ça, c'est aussi une idéologie avec justement tous les travers qui vont avec un État qui contrôle tout, avec un État qui est sans pitié, aussi avec des opposants, etc. Parce que, en gros, on est une seule et même entité côté Chine. Et nous, on est là, les Européens, plutôt humanistes, idéalistes, l'humain avant tout. Alors, bien sûr, on n'est pas parfait non plus. Voilà, on a aussi nos travers. Mais on sent qu'on est plutôt sur cette culture-là qu'on a depuis des années, des siècles même. Non légifère. Et du coup, forcément, quand nous, on se regarde, parce que forcément, c'est eux qui ont la puissance et c'est eux qui ont la technologie, quand il faut choisir c'est typiquement la phrase, choisir entre la peste et le choléra.
Donc voilà, nous pour l'instant, ça fait des années qu'on est sur le narratif américain. Je pense que c'est beaucoup aussi au fait qu'il y a eu tu sais, par le passé, la Seconde Guerre mondiale, c'est les Alliés Ouais, et sont puis venus. je pense qu'on se retrouve beaucoup plus dans les Américains que La qu'on se culture. retrouve dans les Chinois. Dans Alors, la je sais culture. pas si on se retrouve, mais en tout cas, très clairement, on a décidé d'adopter un petit peu le narratif américain. Bah, on partage vachement de choses culturellement parlant. On baigne sur, tu vois, la musique, c'était la musique américaine, le cinéma, tout ça, le soft power, ça a été une des stratégies des US pour nous amener là-dessus. Et moi, je le vois, dans certains pays, c'est un peu différent. Il y a certains pays qui Bien sont sûr, plus ouais. proches voilà, de ce côté-là, côté peut-être Chine. Donc voilà, en fait, on est entre ces deux-là. Et en fait, quelque part, les Américains, là, ils sont en train de passer en mode dur sur leur idéologie. Et en fait, nous, quelque part, il n'y en a aucune des deux qui nous sied. Sauf Oui, que on va se mettre en mode malheureusement, Made in France, Made in Europe. mais on malheureusement, verra, pour quoi. faire ça, c'est qu'on va devenir un petit peu le tiers-monde, nous, de point de vue technologique. Même pas le tiers-monde. Ouais, je suis assez d'accord. Pas le tiers-monde, mais on va devenir les suiveurs. C'est-à-dire qu'on va faire dans ce qu'on peut faire, toujours à légiférer, toujours arriver Moi, trop je tard, me- alors qu'on a des têtes, mais qu'on n'a plus l'industrie pour pouvoir Ouais. le produire. Quoi. Moi, c'est pire que ça. Je pense qu'on va jouer on va jouer au jeu de l'équilibriste et on va essayer d'aller piocher un coup chez l'un, un coup Ouais, chez c'est l'autre ça. et essayer de faire en sorte de pas trop se faire bouffer du précaré parce que eux, leur influence, l'idée, c'est d'essayer de prendre notre marché. On est quand même 400 millions d'Européens. On a un marché qui pèse, même pour les Américains. Et en gros, cette influence, on sent que, tu vois, les Chinois, ils sentent que nous, on est en train de basculer par tout ce qui se passe, et notamment, tu vois, l'Ukraine, etc. On sent qu'on est un peu... on est en train d'ouvrir les yeux sur ce que les Américains, les Américains, eux, ils disent stop, tu vois, on en a marre de vous protéger, on en a marre de vous mettre bien et tout ça. Donc Trump, c'est un peu, ça reflète ça. Et les Chinois, eux, ils voient une opportunité de pouvoir prendre aussi l'ascendant. Donc, il va falloir que nous, on essaye de naviguer là-dedans. Huawei incarne finalement à la fois la réussite spectaculaire d'une entreprise technologique chinoise et les frictions géopolitiques qu'engendre cette réussite. Une histoire avec des modestes débuts jusqu'aux sanctions et rebonds dans l'IA en 2025 qui reflètent aussi l'émergence de la Chine comme puissance techno-industrielle. Vous en parliez, les gars. Le conflit, en tout cas, entre Huawei et les États-Unis et les dilemmes aussi que ça pose en Europe, ça dépasse clairement le simple cas d'une entreprise. Ça soulève des questions cruciales quant à la sécurité des infrastructures numériques, la gouvernance de l'innovation et le choc des valeurs dans l'ère de l'intelligence artificielle et même juste dans le contrôle des données de manière générale. Des télécoms aux smartphones, des montres connectées aux supercalculateurs, Huawei incarne les espoirs et les tensions d'une époque. Et dans cette course où chaque avancée technologique, où la technologie redessine les frontières du pouvoir, entre innovation et défiance, Huawei continue d'avancer et reste l'un des joueurs les plus fascinants à observer. Je vous propose de passer maintenant aux petites recommandations. La reco. C'est l'instant recommandation. C'est l'instant recommandation. C'est l'instant recommandation. Mon petit Mathieu, t'as un petit truc à nous recommander? Ouais, très rapide en tout cas. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, que je vous invite à voir. C'est pas la série la plus récente du monde, mais voilà, elle est sortie, je crois. J'ai cru que t'allais dire que c'était la série pas la plus cool à regarder, mais... Ah non, par contre, si je la recommande, c'est que, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est donc le Wu-Tang, un America Saga. Pour ceux qui savent pas qui c'est, le Wu-Tang, c'est un groupe de rap des années 90 qui vient de Staten Island, on va dire, je suis très mauvais en américain, enfin en géographie déjà tout court, mais c'est côté New York, voilà. C'est entre le Bronx et tout. C'est un peu une île, je crois. C'est une île, complètement. Et typiquement, ils ont beaucoup été considérés comme étant un peu, entre guillemets, les ploucs, tu vois, de New York. Et en fait, t'as une vision, un mec qui s'appelle, son nom de rappeur, c'est Reza, et qui arrive à aller regrouper les gens, que ce soit en termes de composition musicale, que ce soit en termes même de fringues. Ils avaient leur logo qui est devenu iconique, qui est un logo qui rappelle un peu celui, je trouve, de Batman, tu vois, du logo qu'il a à son écusson. Et en vrai, ils avaient beaucoup, du génie pour insuffler un storytelling, parce que c'est un groupe qui a été bercé par tiens, d'ailleurs, on parlait d'affrontements sino-américains, et ben eux, ils ont été bercés par le cinéma chinois. Et en fait, parce que, en gros, ils avaient pas de CC, c'était des gens qui étaient extrêmement pauvres. Et en fait, là-bas, aux États-Unis, il fallait savoir que les vieux films chinois au cinéma, c'était vendu pour une bouchée de pain, que ce soit en termes de séance, tu payais genre $2 pour aller te mater un vieux film sur les Shaolin et tout ça. Et il y a tout un narratif autour de
de cette histoire-là, et ils ont beaucoup forgé leur identité sur les Shaolin, le Wu-Tang, tout ça, c'est en fait, c'est des clans chinois qui s'affrontaient, et les mecs, ils sont rentrés à fond dedans. Je peux te donner juste une petite anecdote qui est pas dans la série, il me semble, qui est très, très, très drôle. Il y a un jour, un des membres du Wu-Tang se fait embrouiller parce que, tu sais, il y a des histoires de rivalité entre rappeurs, de qui a la plus grosse, qui est le meilleur, et il y a eu une altercation entre un des membres du Wu-Tang et un autre groupe de rap. Il s'est fait défoncer, le membre du Wu-Tang. Donc, il est parti. Et le groupe de rap, c'est d'ailleurs dans un podcast que le groupe, je sais plus qui était le nom, il faudra rechercher, mais le groupe de rap a témoigné des années après pour parler de ça. Ils disent, on a cassé la gueule à ce mec-là. Et après, genre, 1 heure après, c'est pas, on voit une dizaine de mecs habillés en ninja, avec des sabres et tout, qui sont venus nous embrouiller, nous castagner, pour te montrer à quel point la vision était puissante en eux là-dessus. Ouais. Ils étaient à fond dedans. Voilà. Moi, je cours. Hein. Grave. 10 ninjas qui arrivent, katana. Exactement. Je me casse. Et du coup, la série, elle met en avant l'immersion déjà dans l'époque des années 90. Moi, c'est un truc, voilà, ça marche un peu sur moi, ce côté un peu nostalgie. Le génie créatif de Reza, qui est mis en lumière, parce que c'est lui qui faisait des prods. Et il faisait des prods qui n'étaient pas souvent bien compris. Tu sais, c'était un son qui était très crade. On entendait beaucoup le grain du vinyle, et aussi des boucles qui étaient très cheloues pour l'époque. Moi perso, quand je suis gamin, je passe totalement à côté. C'est pas du tout ma cam, et j'ai redécouvert un peu ce groupe-là aujourd'hui. C'est un biopic qui est très romancé quand même, mais assez fidèle, on va dire, à l'esprit du groupe. Et en vrai, je vais pas te mentir, c'est une série qui m'a marqué, qui a un peu aspiré mon âme, parce qu'en fait, ça représente beaucoup ma vision un peu de toujours ce que j'ai fait aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou sur ce que j'ai fait dans le monde de la tech et tout. Je suis plutôt le genre de mec qui est pas forcément genre leader, mais qui adore rassembler les gens autour d'un projet. Voilà, parfois on peut faire, tu vois, comme un peu ce podcast, c'est toi qui es un peu la locomotive de ce podcast, c'est toi qui en es un peu le lead. Mais par contre, le côté collectif, ensemble, faire avancer un truc. Voilà, moi, je suis pas du genre solitaire à faire mes bails, tu vois, je suis pas un Sasuke pour ceux qui connaissent. Je suis plutôt un Naruto, c'est-à-dire pas forcément le leader, mais le mec qui aime faire que la sauce se prend entre les différentes personnes. Et ça, c'est ce que je retrouve. Et le côté, genre, on part de rien et on va toucher le sommet. C'est vraiment un truc, moi, qui me parle beaucoup. Donc, Wu-Tang, An American Saga, c'est dispo sur Disney+. Okay. Et je vous recommande, voilà, ne serait-ce que pour la musique. Tu vois, le génie créatif et le côté un petit peu storytelling de je suis un mec et je regroupe des gens qui d'ailleurs certains ne s'aimaient pas entre eux, ils se tiraient dessus voilà, et d'arriver à créer parce qu'il a vu le talent en chacun d'entre eux, parce qu'il avait sa faculté de s'entendre avec tout le monde. Il a vu il s'est dit il faut qu'on crée un collectif et qu'on aille devenir le centre du monde du hip-hop. Et bah voilà, ça me parle beaucoup. Et bah j'ai regardé, franchement ça donne envie. Rewan, un petit truc? Bien sûr, moi alors je vais vous parler pour une fois d'une chaîne YouTube qui s'appelle Kurzgesagt. Alors, derrière Kurzgesagt, qui vient des Pays-Bas. Alors, non, d'Allemagne. Et Kurzgesagt, ça se traduirait en bref. Ok. Et d'ailleurs, la chaîne YouTube, la version US, s'appelle In a Nutshell, qui est littéralement en résumé, quoi. Ils ont maintenant plusieurs chaînes YouTube qui sont principalement des vidéos qui sont traduites de la version originale. Et c'est une chaîne YouTube qui a pour vocation de rendre la science vachement accessible. Donc, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, que vous voulez un peu vous renseigner sur certains sujets liés, par exemple, je dis n'importe quoi, au trou de verre, à l'antimatière, les la sujets pollution. De fond, quoi. C'est ça, vraiment, ou des questions à laquelle tu te poses, genre, il se passe quoi si demain, on fait tomber une bombe nucléaire sur une ville? Donc, des sujets un peu moins cool. Ou il se passe quoi si demain, la Lune s'écrase sur la Terre? Tu vois, tout ce genre où il se passe quoi si tu t'es pas jamais posé la question? C'est la chaîne que tu regardes à 2h du matin, mais quand t'es éclaté, défoncé, je sais pas. Alors franchement, il y a des chaînes comme ça, genre, mais pour moi c'est plus des trucs genre Arte, là vraiment, au niveau, toi tu as bien aimé parce qu'au niveau design, au niveau esthétique, c'est vraiment très chiadé, c'est sous forme un peu de dessin animé, en mode un peu animation avec des couleurs très vives. C'est vraiment très sympa. Tu t'es jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe si tu déclenches toutes les bombes nucléaires du monde en même temps, genre? Ça t'est jamais arrivé? J'ai une idée de comment ça finit, mais voilà, globalement, mais genre se coucher moins bête, quoi. C'est typiquement le truc. C'est un peu ça. Et en fait, ils sont vachement. Ça a été critiqué quand ils ont commencé parce que des fois, il manquait un peu de sources un peu tangibles, etc. Mais ils ont fait un gros travail là-dessus. Et surtout, ils prônent le fait que dans chaque vidéo, ils mentent. Mais c'est pas genre ils mentent, ils déblatèrent des mensonges. C'est indubitablement quand tu racontes quelque chose,
tu ne donnes pas toute l'histoire. Tu racontes une narrative. Oui, t'édulcores Bah, la version. C'est pas Même, été édulcoré, non, c'est- c'est que tu peux pas tout dire. Par C'est exemple, ça. on a fait le sujet Huawei, et forcément, on n'a pas pu tout couvrir avec toutes les choses incroyables. Et Qui voilà, arrive, quoi. et exactement ça. Et eux, leur constat, c'est de toute façon, pour rendre le truc accessible, on est obligé de vous donner une version synthétisée, une version scénarisée de la chose. Buvable de la chose. Buvable. Et ils disent, les gens qui travaillent dans la science, c'est pas des bons communicants. C'est des gens qui sont très intelligents, etc. Mais rendre le truc accessible et compréhensible pour la moyenne, ou dans laquelle je m'identifie totalement, je suis une brêle en science, mais ça rend le Oui, truc tu parles pas beaucoup en plus cerveau, digeste. tu parles au grand public. Quoi. Pour le rendre plus digeste, il faut forcément faire pas des raccourcis, Des mais concessions. essayer de faire voilà, de véhiculer une certaine quantité d'infos sur un certain temps, tout en gardant un attrait pour la chose. Donc c'est ce qu'ils font. Il y a une belle voix off. Moi, j'écoute les versions originales avec la voix Allemande un peu british. Non, pardon, la version américaine. Enfin, plus anglaise du coup, parce qu'il y a un petit accent british que j'aime bien. Ça se regarde vraiment sympa. C'est une chaîne qui existe depuis beaucoup de temps. La première vidéo, elle a été lancée en 2013 et la chaîne allemande a été créée en 2014. Ils ont passé le milliard d'abonnés en 2015 et ils en comptent aujourd'hui plus de 20 millions. Le milliard de vues. Le million d'abonnés, pardon. Ah ouais, d'accord. Ils ont passé les 2 milliards de vues il y a 2 ans, je crois, ou 3, en 2022. Exactement. Franchement, allez regarder. Il y a des sujets qui sont hyper variés. Tu sais jamais de quoi ça va parler. C'est globalement, si je sens, ça parle de drogue, ça parle de la consommation de viande sur l'être humain, ce genre de truc. Et c'est vachement digeste, c'est vachement accessible. Et c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien pour m'aider à me verser dans un sujet pour lequel je suis pas forcément très bon. Ok. Je recommande fort. Ah bah, ça a l'air Valide. intéressant. Et toi, c'est quoi ta petite reco, Quentin? Écoutez, moi, je suis moins con aujourd'hui. C'est vrai? Ok. Ben ouais, parce que... La journée n'est pas finie, t'inquiète. T'as écouté Oui, Rebelle c'est aussi, vrai, c'est pour c'est ça vrai. aussi. Alors, déjà, très bon sujet. Écoutez, et allez suivre les actualités de lundi. Non, mais bah, j'ai acheté une Kindle. Et bah, je me sens moins con. Parce que... Kindle qui est? Alors, Kindle qui est une liseuse. Qui est une liseuse qui te permet d'avoir entre 3 et 6 000 livres sur un petit objet de C'est Amazon 7 qui fait pouces. ça. Hein. C'est Amazon qui fait ça pour ce produit-là. Bon, moi, vous le savez, hein, j'ai toujours été un peu réfractaire à ce genre de produit parce que j'adore les livres physiques pour le toucher, l'odeur, la collection, Ouais. de voir sa bibliothèque. Quentin, il sniffe des pages et tout quand il lit. Ah ouais, grave. Il passe le livre, tourne les pages. il n'a pas d'écouteur. T'entends juste le chut Mais du vous avez- papier quand tu tournes la page. Vous avez jamais ce truc-là où genre t'achètes une nouvelle paire de chaussures, tu sens parce que Grave. t'adores, Grave. t'ouvres un paquet de cartes Pokémon, tu sens la carte, ça sent trop bon. Mais un truc que les gens n'ont pas connu de nous quand on était Je jeunes, suis pas là, t'achetais le jeu dans le à Score Games ou un Ouais. truc comme ça en physique, dans la voiture, tu ça faisais sent quoi? trop bon. Mais Tu oui, lisais le livret. évidemment. Le livret, ouais, T'ouvrais, bien sûr. évidemment. Ça sentait bon le plastique là, non, incroyable. Ah non mais ça c'est fou. Ça Et sent du le coup, bon j'ai- plastique, c'est beau pour ça. ces raisons, j'ai toujours été réfractaire. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Quentin, faut tester. Faut tester. Je suis comme ça, je véhicule ce message au quotidien aux La gens tech. qui me regardent. Et donc, moi aussi, je suis hyper curieux, comme tout le monde, de découvrir des nouvelles choses. Et donc, du coup, j'ai acheté cette Kindle, la Kindle Paperwhite de 2025, qui coûte 180 €. C'est une tablette du coup 7 pouces qui imite vraiment bien le papier avec le grain, la texture, ça, du coup un écran Anti-reflet un peu anti-reflet, matifié. exactement. Et avec du rétroéclairage léger si jamais t'as besoin de lire dehors. c'est ou le ça, soir, t'as même un mode sombre, tu peux régler la luminosité, même régler la température de l'écran, donc ça c'est vraiment cool. Et bah c'est juste trop bien. Bah oui, Voilà. évidemment. Simple. En fait, il y a un truc qui m'a fait percuter, je me suis dit, waouh, ok, j'ai été con de pas te tester avant. Quand t'es dans le lit, t'as pas la lumière allumée, tu fais chier personne, puisque t'as le rétroéclairage du truc. Exactement, ouais. T'es dans le lit, t'es allongé, tu le tiens à une main et tu passes les pages en appuyant sur un bouton. Et, ça, c'est un des cas d'usage que Non j'ai. mais vraiment, c'est juste pour ça, c'est fou. Et j'en ai 2 autres à te donner. Bah, le cas évident de l'autre, c'est que moi, quand je prends les transports et que je fais du Tu TGV pars avec ou la quoi, tablette. j'ai tout. Bah, t'as Je rouvre, je sais où j'en suis. Je referme, ça remet en mode veille. Et c'est des autonomies assez fortes. On parle de 30 jours, mais en vérité, je fais même beaucoup plus que ça quand je lis de manière occasionnelle, puisque vu que c'est un écran. Ouais, là je crois que e-ink, c'est 60 jours plus que. c'est ça. Plus, Moi, c'est moi, c'est hallucinant. pas une Kindle, j'ai une Kobo, mais c'est la même chose côté Oui. Rakuten, mais c'est exactement pareil. Et vu que c'est un écran e-ink, une fois que les pixels entre guillemets sont affichés, bah ça consomme plus d'énergie, ça les laisse juste en place. Et l'autre cas que j'avais, c'était en fait si tu lis un livre qui est peut-être un peu compliqué ou dans une langue étrangère, tu peux highlighter le mot et ça te met la traduction automatiquement ou la définition même du mot si c'est un mot que tu connais Ouais, pas. t'as le Wikipédia, la traduction, ou t'as carrément le T'en as, t'as le dictionnaire, navigateur web, enfin tu peux aller sur Google et tout. Et bah voilà. Et du coup, juste, t'es converti maintenant. Alors, je suis pas converti dans le sens où je pense que j'achèterais des livres
que j'appelle des livres de transition où tu sais pas trop ce que ça va donner, tu l'achètes, t'as juste envie de le lire et tout, donc ok, tu le prends là-dessus. Et si jamais il est vraiment bien, je l'achèterai en physique. Mais c'est exactement ce que je fais. Et en plus, il y a beaucoup de trucs où tu les achètes en physique, tu les as par défaut sur Amazon en version numérique directement. Complètement, c'est ça. Donc je vais l'avoir pour ce cas d'usage, et rien que pour partir cet été en vacances, bah, j'aurai 5, 6, 7 livres. Je les aurai dans un truc qui tient... mais du coup, Rewan te donne une superbe astuce. En fait, achète-le quand t'as un bouquin, achète-le peut-être en physique, parce qu'après, des fois, t'as la... Ouais, mais c'est pas le même prix. Et sur l'abonnement Amazon, je crois que t'as des livres déjà qui sont proposés à titre gratuit que tu peux découvrir. Bah là, pour le coup, non, bon, c'est pas le cas de mon côté. Et tous les livres que j'ai déjà achetés, ils me les proposent pas de les rebasculer. Donc après, peut-être qu'il faut que je vois sur ma commande, peut-être que je peux le faire, mais en tout cas, on me l'a pas proposé. Mais je fais pareil que toi. Les livres que j'aime bien, je les découvre en général sur la tablette, etc. Puis quand j'aime bien, vraiment bien, je veux la collection et je les achète en version physique. Je les ai déjà lus, je m'en fous, ils sont jamais ouverts, mais ils sont dans ma... Exactement. Et puis au moins, tu pourras les redécouvrir derrière. Et puis il y a toujours ce truc-là de la propriété. Au moins, le livre, tu l'as. Et puis je trouve que avoir un livre, juste, c'est un bel objet à avoir et à conserver, rien que pour le relire si t'as envie, etc. Comme le Paulo Coelho, l'alchimiste, qu'on vous a déjà recommandé. Donc voilà, je suis moins con aujourd'hui et j'ai découvert un produit que je vous recommande. Alors celui-là, c'est 180 €, sachant qu'il y a deux versions, 16-32, 16 Go déjà, tu peux avoir entre 3 et 6 000 livres, donc ça pose moins de questions. En fait, c'est plus lourd quand tu vas acheter de la BD, du manga, des choses comme ça, des trucs graphiques ou même en couleur. Et il y a un truc, est-ce qu'elle fait aussi de la couleur Non, elle fait pas de la couleur celle que j'ai. Parce que celle en couleur, elle coûte 350 €. Et il y a un truc par contre qui me rend fou, ils te vendent une version avec pub. Oui, j'ai pas compris. Tu peux acheter la version avec pub et la version sans pub. Et je crois que c'est pub à l'affichage. 25 € de différence. Prenez la version sans pub. Hein. Mais par pitié, quoi. Prenez la version sans pub. Je vous jure, les 25 €, vous les amortissez en 2 livres. Ouais. Enfin, à quel moment ils se sont dit que ça allait être... Je sais pas c'est quoi la proportion d'achat de la version. Ça serait intéressant de savoir. Et autre anecdote, enfin autre question que vous pouvez vous poser quand vous l'achetez, prenez bien celles où vous pouvez copier vos propres livres et tout ça dessus, parce que le format natif c'est des EPUB pour les e-publications, donc pour les livres traditionnels. Vous avez des versions qui supportent pas les PDF, etc. Si vous avez prévu peut-être d'amener votre propre contenu que vous avez déjà en fichier quelque part, prenez bien une version qui vous permettent de le faire. Je sais que sur celles Amazon, tu as un portail. Une fois que tu l'as lié à ton compte, tu fais un glisser-déposer, puis ça se retrouve sur ta tablette une fois qu'elle est connectée à Internet. C'est vraiment super facile à faire. Moi, je suis à l'ancienne, je suis en mode USB traditionnel. Mais en tout cas, voilà pour cette petite roco et ces rocos. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette petite conversation. On vous invite à aller checker notre petit compte Instagram Bubble pour soit nous envoyer des petites questions, soit pour juste avoir un visuel de ce dont on a parlé, voir Mathieu en signe de Wu Gang avec sa tablette Huawei. Ça va être bien intéressant cette semaine. Le bon ninja. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer vos questions si vous avez envie vocalement, comme ça on pourra faire un épisode dédié à la réponse de vos questions, ça pourrait être bien cool. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao.